cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue sur votre mission Le Monde en 52 minutes. Je suis heureuse de vous retrouver après les congés. Donc là maintenant, on reprend du service et cet après-midi, nous aurons deux thématiques au programme. 19e sommet de la francophonie, pourquoi la France s'accroche à cette organisation. Et la deuxième thématique portera sur les 1 an après l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Peut-on encore parler de paix dans cette partie du globe? Pour en parler, je reçois pour vous Morgane Assogba-Metondi, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Heureuse de vous retrouver. Plaisir est partagé. Également avec nous, Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir. L'actualité, riche de chez riche. Riche de chez riche. Juste à côté de Martial, Joël Ataï-Guédegbe, il n'est plus à présenter, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? En tout cas, toi, je te vois bien. Bah ouais, j'étais en vacances, je me suis reposée, donc là, je reprends du service. C'est pas donné à tout le monde. Vous avez une belle cravate. Oh, et que dirais-je de la robe? Voilà, chers amis internautes, de... le décor ainsi planté, 19e sommet de la francophonie, pourquoi la France s'accroche-t-elle à cette organisation? Les 4 et 5 octobre 2024, la grande messe des pays francophones s'est déroulée du côté de la France. Morgane. Oui, c'est très bien que vous ayez commencé par parler de francophonie. Et dans le mot francophonie, vous avez France. Et donc, si la France ne s'intéresse pas et ne s'y accroche pas, à quoi la France peut s'intéresser et s'accrocher aujourd'hui lorsque toutes les dynamiques fondamentales qui mettent en valeur la France sont en train de tomber? Et quand je parle de toutes les dynamiques, je parle des dynamiques économiques, je parle des dynamiques sur le plan de l'influence de la France sur la scène internationale, je parle ça renvoie à la politique, et je parle aussi des dynamiques des institutions de Bretton Woods. Donc aujourd'hui, la France se retrouve dans une situation compliquée où sa capacité à ce n'est plus influencer, puisque influencer, ce n'est plus vraiment possible, mais sa capacité à être présente sur la scène internationale est remise en cause partout. Il ne reste que techniquement, de façon évidente, la francophonie, et elle doit s'y accrocher. Et on sait ce à quoi la francophonie a servi. Ça a servi de tribune pour le président français, une tribune pour se prononcer sur plusieurs questions d'actualité internationale qui n'ont techniquement pas grand-chose à voir directement avec la francophonie. Donc je pense que c'est un outil, naturellement, de relations internationales ou, disons, de politique étrangère qui reste encore plus ou moins efficace pour la France. Et si elle perd cet outil, eh bien, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Martial, vous avez suivi l'argumentaire de Morgane. Mais moi, ma question, c'est de savoir, depuis sa création, qu'est-ce qui a vraiment changé au sein de cette organisation, mis à part les adhésions des partis ça et là? Bien, pour ce qui est avancé au niveau de la francophonie, il y a l'élément important. Quand on parle de la francophonie, vous entendez le français et l'objectif, la mission première de cette organisation, c'est bien évidemment de mettre en valeur cette langue française. Mais on a constaté au fil du temps que il y a eu
une certaine sorte d'éparpillement des objectifs, des missions de cette francophonie. La francophonie est allée au-delà de la simple promotion de la langue française et est devenue un élément important dans le dispositif du soft power de la France. Et cela étant dit, on voit quand même que des questions politiques, des questions de maintien de la paix sont constamment abordées au point même de perdre de vue la mission première qui est la promotion de la langue française. Et cela s'explique parfaitement, comme M. Morgan l'a dit, dans le sens où ces derniers moments, ces dernières années ont été marquées par une certaine sorte de difficulté de la France à se voir présente dans certaines parties du monde, une certaine influence qui est tout le temps dans des contraintes données, notamment en Afrique de l'Ouest. Et donc, il est important pour le président français, à l'occasion de ce sommet, de rassembler les États, ces différents États, et de leur impulser une nouvelle dynamique. C'est l'occasion pour attirer l'attention des différents États de l'organisation sur les différentes questions qui ont lieu et les positions adoptées par la France sur ces différentes questions, afin, un tant soit peu, de restaurer cette influence qui est en train de perdre pied. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faille pas repenser la francophonie, Joël? Ce serait retourner aux sources de la francophonie. Au départ, elle fut la reconnaissance, la reconnaissance d'une communauté ayant en partage le français, une communauté linguistique, quoique les pays africains aient leur propre langue, et quoique en cours de route, la francophonie ait fait droit au multilinguisme, à la reconnaissance de la diversité culturelle. Mais comme disait Martial tout à l'heure, les objectifs ont évolué, varié, et ça rejoint ce que Morgan a identifié comme l'intérêt de la France de disposer d'un outil pour sa diplomatie. Et ce faisant, chacun sachant peut-être, en tout cas s'agissant de la France, ce qu'il vient y chercher, la vraie question serait de savoir ce que les autres y cherchent. Et pourquoi est-ce que c'est les autres qui y tiennent? Les autres, c'est... Quand vous parlez des autres, vous faites allusion à qui? Les anciennes colonies françaises, d'un côté, les pays de l'OCDE qui ont le français comme langue, je pense à la Belgique, à la Suisse, au Canada, qui sont d'un niveau de développement équivalent à la France. Donc, qu'est-ce que ces groupes de pays viennent chercher? Et enfin, ceux qui, peut-être, comme la Roumanie, ont, à travers leur langue, une base latine et semblable au français, oui, on peut comprendre cette nostalgie pour ce dernier lot de pays, encore que je ne puisse pas être convaincu de ce que la Bulgarie ait quelque chose à voir là-dedans, sauf à retrouver l'instrument. Oui, mais est-ce que vous croyez que si ces pays n'avaient pas un intérêt particulier, ils n'allaient pas adhérer à la francophonie? Moi, je prends la question de fond que vous avez posée. Pourquoi la France y tient? Et je repose la question de savoir pourquoi les autres y tiennent aussi. C'est donnant-donnant. Donc, c'est vous qui dites souvent ici qu'en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc ils se tiennent. Ils se tiennent. Oui, mais si vous permettez, vous savez, chacun cherche ses intérêts. On le sait déjà tous. La France, aujourd'hui, est prête à aller un peu plus loin. Pactiser même avec le diable, c'est ça? Bon, si vous le qualifiez de diable, moi, avec qui veut pactiser, j'ai juste posé ma question. C'est une alternative. C'est un adjectif qui peut être utilisé. Oui, et donc, ces pays-là viennent, c'est comme vous allez au marché, vous avez quelqu'un qui offre quelque chose. Qu'est-ce que la France a réellement à offrir aujourd'hui? Ils viennent pour savoir ce que la France veut offrir. Tout le monde va à ce marché international, cette reconfiguration qui est en train de se passer de façon globale, et on veut écouter ce que la France a à offrir. Précisant qu'aujourd'hui, la France se retrouve... A-t-elle encore quelque chose à offrir à part la langue française? Et la langue française, ils savaient même que la France même n'est pas trop intéressée. Surtout lorsqu'on voit le président français qui se déplace dans des pays où il s'exprime en anglais carrément.
alors qu'on sait qu'en principe, étant le premier promoteur de la langue française, même s'il maîtrise l'anglais, de façon officielle, il devrait Oui, s'exprimer. mais on a aussi vu le roi Charles s'exprimer en français quand même. Hein, Oui, donc, ben, pas autant que le président français lorsqu'il fait oui, ses mais même déplacements. si c'est pas autant, il a quand même fait. Donc, Ce que je veux mettre en relief ici, il est l'ambassadeur de la langue française. c'est pour montrer que le français, déjà dès le départ, n'était pas forcément la raison pour laquelle la francophonie a pris corps. La francophonie sert à dessein son rôle aujourd'hui. Parce qu'il y avait un mécanisme qu'on a appelé la France-Afrique, qui, naturellement, aujourd'hui, n'a plus sa place dans la sphère de politique étrangère. En tout cas, la plupart des États concernés par la France-Afrique ont dit qu'ils n'en veulent plus et ne peuvent plus, même s'ils veulent rester dans le système, continuer de l'appeler ainsi. Mais la francophonie continue de rester un cadre qui peut être utilisé pour continuer à maintenir les intérêts de la France dans un certain nombre de pays. Donc je pense que ces pays-là aussi ont intérêt, dans une certaine mesure, lorsqu'on regarde comment est-ce que les budgets sont mobilisés pour la mise en œuvre des projets à l'interne de ces pays, il y a toujours cette possibilité-là. Donc voilà un peu, sans oublier qu'aujourd'hui, on a vu la France aller mettre le Rwanda qui n'utilisait plus la langue française comme étant à la tête de la francophonie. Donc je pense que ce n'est plus le français forcément, c'est autre chose. Alors, Martial, au départ, Joël l'a dit, c'était juste un creuset où on retrouvait les hommes et les femmes qui partageaient en commun la langue française. Alors, la première question, le premier volet de ma question, c'est de savoir pourquoi la France souffre-t-elle aujourd'hui aux pays non francophones? Nous avons le cas du Ghana et bien d'autres pays encore. Et deuxièmement, certains estiment que si la France s'accroche tellement à cette institution, c'est parce que le pays de Marianne ne veut pas perdre le peu d'hégémonie qui lui reste encore au niveau du plan international. D'abord, comme M. Morgan venait de l'évoquer, la francophonie, à l'origine, c'est bien vrai qu'il ait dit que c'est la langue française qui devait être promouvoir, mais vous n'avez qu'à voir la période où cette institution a été mise en place, 1970, au lendemain des indépendances. L'objectif essentiel, c'est de continuer à garder ce lien avec les anciennes colonies, de partager ces valeurs, les valeurs françaises avec les anciennes colonies afin d'asseoir une certaine domination sur ces différents pays. Et c'est quelque chose qui va de soi, c'est de bonne guerre. Et donc, on a pu constater que dans l'avancée de la mission de cette organisation internationale, la promotion, la révélation de ce qu'elle est davantage, parce que nous avons dit que les objectifs ont avancé. Et vous n'avez qu'à observer que dans le cadre de la promotion de la langue française, il y a les notions de démocratie qui s'y sont ajoutées. Et puis, cela c'est d'éléments importants, parce qu'aujourd'hui, vous voyez les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso, le Niger suspendus, alors que la Guinée, suspendue aussi, qui a connu un coup d'État, venait d'être réintégrée. Donc on voit en quelque sorte... Peut-être que la Guinée est un enfant intelligent. Ou peut-être pour dire que la Guinée est en train de se rapprocher davantage de ce qu'on entend, de la démocratie. D'une certaine manière, parce que contrairement aux autres États, on a vu que la Guinée a proposé quand même un projet de constitution, une certaine sorte d'avancée vers la restauration de la démocratie, comme on aime le dire. Et donc, on pense que c'est l'occasion pour accompagner la Guinée dans cette dynamique et susciter de la part des autres également, des autres États, d'emboîter le pas. Alors, on a constaté, comme à chaque fois, c'est l'Afrique qui a battu le record de rappel des troupes, avec plusieurs chefs d'État, y compris les putschistes. Il a souligné. Donc, on veut comprendre. On parle de démocratie. Non, donc répondez à ma question alors, Joël. C'est toujours nous qui battons le rappel des troupes. Absolument, parce qu'on espère toujours y trouver quelque chose, même si ce sont des miettes. Non, soyons réalistes. Même si ça agace parfois le discours sur les valeurs démocratiques, avec le point culminant qui a été l'adoption de la déclaration de Bamako en 2000 sur la démocratie, les droits de l'homme et autres, nos pays ont bien conscience qu'ils peuvent y grappiller quelque chose.
Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que du point de vue technique, la coopération au niveau de la francophonie n'est pas inintéressante. Il y a des domaines fort variés qui ne sont pas toujours pris en compte par d'autres types de coopération. Je songe à des questions de reboisement, par exemple, dans le Sahel, des questions même de civisme, de mise en œuvre des jeunes. On parle souvent de la Conféges, qui est une vieille organisation, Conférence de la jeunesse et des sports. On est allé jusqu'à avoir les Jeux de la francophonie qui permettent quand même d'apporter une alternative. Les dernières étaient du côté du Congo démocratique. Aux mondiaux ou bien aux Jeux olympiques. Donc, l'un dans l'autre, dans les interstices que l'OIF offre, en dehors du volet politique stricto sensu, oui, il y a la matière à aller chercher éventuellement des choses qui intéressent. Et donc là, oui, ça donne sens à la communauté linguistique. Joël, pourquoi mettre surtout l'accent sur le volet politique? Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il y a une situation, on constate que c'est toujours le volet politique qui est mis en avant. Morgane a dit que la francophonie sert d'outil pour la diplomatie française. Et c'est une sphère où elle essaie de mesurer son influence à défaut de pouvoir le faire au niveau de l'ONU, dans la grande masse. Non, on a l'impression... Ah bon, oui, non. Et le temps nous manque pour raconter certaines anecdotes, mais ne serait-ce qu'au sommet de la francophonie en 1995, ici, il y a eu un tournant en termes d'influence entre les pays développés de la francophonie qui se livraient leur guerre de leadership. Songez essentiellement au Canada et à la France, voilà. Et c'est des petites subtilités. Morgane a bien dit que le sommet France-Afrique lasse parce que la France est trop au centre. Au niveau de la francophonie, il y a eu cette tentative de mettre la France au centre. Et il y a eu quand même habilement quelque chose qui a permis de changer cette donne-là. Mais les uns et les autres ne sont pas sur un pied d'égalité. On a vu comment la France a pu, au nom de ses intérêts avec le Rwanda, imposer que le secrétariat fût attribué à une Rwandaise venue des États-Unis. Et que sais-je encore. Et donc, on n'a plus besoin d'un dessin pour comprendre que c'est un instrument politique au service de ceux qui sont puissants. Bon, les autres, de temps à autre, ils vont chercher la couverture, la reconnaissance et parfois des points de chute. Ça a failli, toute proportion gardée, et devenir la destination évidente des anciens chefs d'État tentés par les troisièmes mandats et autres. Là, on a vu comment on a failli même imposer le président Compaoré à la tête de la francophonie pour l'encourager à ne pas réformer davantage. Et donc, au nom de quoi la France se permettrait-elle, au nom de quoi laisse-t-on faire et cela si on est sur un pied d'égalité, si on est uniquement concerné par les affaires techniques. Donc, c'est que les rapports de force politique s'y expriment, et puis si c'est avec la complaisance des nôtres, qui peut-on, alors qu'ils désertent royalement les sommets sous-régionaux africains. Alors, Morgane, c'est vous qui êtes le consultant géopolitique sur ce plateau cet après-midi. Le fait que les chefs d'État du Sahel, à savoir le Burkina, le Niger et le Mali, ne soient pas présents à cette grande messe de la famille francophone, est-ce que cela ne démontre pas un peu du malaise profond qui existe au sein de cette grande famille, et comment y remédier à cela? Le malaise n'a même plus besoin d'être illustré. Il est tellement évident qu'on a eu, comme échange à des moments donnés, des refus de visa pour des étudiants et même pour des artistes dans une perspective de promotion culturelle. Alors que quand vous prenez la francophonie, c'est d'abord la culture, de façon officielle. On est là pour la culture. Donc aujourd'hui, le malaise, il est clair, et ce n'est pas l'absence de ces leaders-là à ce sommet qui illustre le malaise. Mieux, on a parmi ces leaders que vous venez de citer, pour ne pas dire pratiquement tous, on a entendu des accusations à l'endroit de la France comme étant auteur ou bien du moins incitateur de la déstabilisation qui existe dans ces pays. Donc je pense qu'il y a une sorte de rupture culturelle, pas seulement politique, au niveau de la relation entre la France
et les leaders de cette zone-là, de ces 3 pays du Sahel. Il y a une rupture culturelle qui mérite réflexion et on espère que cette rupture culturelle ne va pas devenir une rupture sociale. Parce que quand vous écoutez les ressortissants de ces pays, ils continuent de dire qu'il n'y a pas de sentiment anti-français, mais qu'il y a une opposition à la politique de la France dans ces pays-là. Mais ça, c'est un jeu de mots, ça. C'est pas un jeu de mots. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans ces pays, que vous le vouliez ou non, vous continuez d'y trouver des Français qui y vivent. Et vous avez même certains qui pensent qu'ils sont plus autochtones de ces pays-là que de la France. Donc j'estime que s'il y a un niveau de tolérance qui permet à ces Français de circuler, d'exister dans ces pays, on n'est pas encore à une rupture sociale. Mais s'il n'y a pas une sorte de stratégie venant de la France et venant aussi de ses leaders dans une perspective de maintenir le climat social adéquat, on risque de se retrouver aussi à faire face à une rupture sociale, surtout que de l'autre côté de la France, même au plan national, on a des acteurs qui réclament cette rupture sociale, qui estiment que la société française, aujourd'hui, ne peut pas être considérée comme la société française. Et ceux-là, ne le cachons pas, le Rassemblement national, ils ont fait un record remarquable aux dernières élections dans ce pays et sont sur le point de faire un record exceptionnel au niveau des élections présidentielles parce qu'aujourd'hui, la dynamique en France ne laisse pas les partis qui appartiennent à cette obédience du gouvernement français d'aujourd'hui. Cela ne permettra pas forcément qu'ils reviennent au leadership aux prochaines élections. Alors, Martial, nous savons tous que le président Emmanuel Macron est en quête d'un nouveau rôle au niveau de la scène internationale. Alors, la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que grâce à ce dernier sommet de la francophonie, il a pu décrocher ce nouveau rôle dont il a tant besoin et est-ce que, de notre côté, il n'a pas profité également de cette tribune pour essayer de régler un peu quelques comptes avec Benjamin Netanyahou? Justement, s'il faut évaluer les effets, s'il faut savoir si Emmanuel Macron a réussi à atteindre son objectif dans ce sens, c'est les prochains jours qui nous le diront. Mais ce que nous pouvons dire là maintenant, cela a été un creuset effectivement pour Emmanuel Macron de s'entretenir avec ses pairs et de mettre l'accent sur des questions brûlantes du moment, à commencer par cette déclaration à l'endroit du Liban. Moi, je pense essentiellement que cette déclaration du président Emmanuel Macron concernant le Liban, concernant Benjamin Netanyahou notamment, s'inscrit dans une approche de se rapprocher, de créer un cadre favorable à la communication avec le Liban, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la France a des intérêts très importants. Il y a des millions de Français qui vivent au Liban et la situation telle qu'elle est en train d'évoluer fait craindre des situations qu'on ne serait plus en mesure de contrôler. Et donc, c'est l'occasion pour le président français de témoigner quand même ou de faire savoir à Benjamin Netanyahou que, attention, Gaza, oui, on a laissé faire, on s'est tué jusque-là, mais au niveau du Liban, il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Alors, cette institution qu'est la francophonie pourra-t-elle survivre dans le temps, Joël, pour sortir de cette première thématique? Je posais la question de savoir ce que les autres continuaient d'y chercher. Donc, dès lors qu'il n'y aurait plus d'intérêt, ça s'arrêterait s'arrêterait d'elle-même. Et puis, à force de noter cette tendance à instrumentaliser la francophonie et ses membres, et peut-être que les uns les autres crieront au là, pour ne revenir que sur l'exemple de la question palestino-israélienne. Et en fait, M. Macron s'est servi de ça comme une tribune et pour s'adresser à ceux qui étaient là, notamment le Liban. Et sorti de là, il s'est réadressé pratiquement avec des excuses à M. Netanyahou d'Israël. Un rétropédalage. Absolu. Une comédie. Il faut me comprendre, j'ai dit parce que... oui, ça c'était pour les autres. Mais maintenant pour nous. Oui, pour nous, je dis, donc il n'y a pas de problème. avec les excuses à l'appui et surtout l'équipement militaire qui va continuer à y aller. Bon, donc,
quand les gens se rendront compte de cette duperie, de cette instrumentalisation à outrance, peut-être qu'ils en tireront les conclusions. Sinon, on s'étonne que des pays qui ont opéré la rupture au niveau de l'institutionnalisation du français comme langue officielle, notamment le Rwanda, aient décidé d'y aller allègrement. Ça a permis, notamment au plan géopolitique aussi, au Rwanda, de solder ses comptes avec les États-Unis qui avaient commencé à les lâcher. Donc chacun se sert de l'autre comme il peut, et puis advienne que pourra. Nana Addo parle français, le prochain président ghanéen parlera-t-il français? Est-ce qu'on aura encore ce prolongement? Tout à fait, advienne que pourra, comme Joël le dit, mais le advienne que pourra, là nous nous rendons du côté du Moyen-Orient et on va savoir si advienne que pourra résoudre le problème de ce côté. Un an après l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël, peut-on encore parler de paix dans cette partie du monde? Le 7 octobre 2023, Morgane, le Hamas attaquait Israël et le monde découvrait un État hébreu à genoux. J'ai bien envie de répondre en posant la question de savoir est-ce qu'on peut parler de paix? Est-ce qu'on n'a jamais pu parler de paix dans cette partie du monde? On a eu un espoir quand même. Hein. Voilà. Des bribes d'espoir. Et c'est justement la problématique majeure. De façon à ce que nous voyons ici, depuis ce plateau, comme étant une problématique de paix, semble être quelque chose d'assez ordinaire pour certains qui vivent dans cette région, qui n'ont connu que ça, qui ne peuvent pas aujourd'hui parler et ne savent pas forcément ce qu'on appelle paix ou ce qu'on peut appeler paix. Donc, pour eux, ce mot n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe pas, ils entendent parler de paix, ils entendent parler de ces choses-là, mais ils ont un quotidien qui fait qu'eux, ils ne connaissent pas ce que ça signifie et ce qui est vraiment terrible, semble ne pas avoir envie de connaître ce que ça signifie. Parce qu'ils ont fait de façon à ce que la violence ou le cercle de la violence est nourri depuis la base. Dans le système éducatif, il y a une transmission de cette culture de la violence qui fait qu'aujourd'hui, malgré les différents accords qu'on pourrait avoir dans les chancelleries, au niveau du Conseil des Nations Unies et tout le reste, au niveau des populations et de ceux qui doivent développer un certain vouloir vivre ensemble, le travail va continuer de rester à faire jusqu'à ce qu'ils décident de vouloir vivre ensemble, ce qui semble très compliqué à gérer. Donc je pense que la question de la paix au Moyen-Orient est une question qui va au-delà de la définition traditionnelle de la paix. Il va falloir rééduquer les populations concernées. Et quand je parle de rééduquer les populations concernées, c'est à la fois les Arabes palestiniens et ceux qui sont israéliens. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce qu'on parle d'occupation. Et on a même des acteurs de la scène internationale qui aujourd'hui demandent à Israël de retourner toutes les terres qui ont été occupées. Donc je pense qu'on est face à un problème assez complexe, mais qui nécessite un ensemble de facteurs qui n'est pas encore touché ou qui ne sont pas encore touchés par la communauté internationale. Alors Joël, ce 7 octobre, comme je l'ai dit, le monde entier découvrait un État hébreu à genoux et pratiquement depuis un an, on a connu des horreurs et nous continuons de connaître ces horreurs sans véritablement trouver une solution. Pourquoi selon vous? Non, on a atteint un point d'apoplexie assez inédit, il est vrai. Et on s'étonne et chaque fois, on découvre que l'horreur n'a pas de limite. Et quand cela plaît aux pro-israéliens de ressortir les narratifs qui leur conviennent, on vous parle de choix, on dramatise, on retourne complètement au symbole, en niant l'injustice qui est faite à un peuple d'avoir droit à un territoire, à un État. Et en niant l'histoire elle-même qui remonte au moins à 1948 à cette décision de partage inégal et puis d'installation et pas de but en blanc d'un État d'Israël, d'une excroissance de ce que l'Europe n'a pas pu résoudre. C'est une manière de se faire bonne conscience et à si peu de compte ou en livrant les armes sans les militaires. Et on vend. On ne perd pas d'hommes
quand on en perd quelques-uns, bien quand on perd des missiles importants avec les outils, on commence par faire l'évaluation de ce que ça a impliqué. Et ce cynisme-là de la communauté internationale, y compris parfois même les Russes, il y a un nombre d'immigrés juifs qui sont venus quand vous dites parfois les Russes, tout porte à croire que la Russie ne s'est jamais sentie concernée par ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. La Russie a sa part de présence et d'activité. Et je commence par les colons israéliens, dont une bonne partie vient des pays de l'Est, notamment de la Russie. Et parfois, la Russie a été soutenue, et ceux qui étaient opposés à l'Occident. Donc, les acteurs passent le temps à tourner selon leurs intérêts. Personne n'est dupe. Et en cas surtout pas les Palestiniens, les Arabes même contribuent à cette conspiration, et tout le monde veut faire des affaires sur le dos de la cause palestinienne. D'accord. Et donc tant que ce sera comme ça, ça n'excuse pas le terrorisme, ça n'excuse pas la violence des uns et des autres. Et quelle est la proportionnalité de la réplique d'un État dans sa légitime défense, si tant est que effectivement on est poignardé dans le dos, les Israéliens, le 7 octobre dernier. Mais il n'y a pas d'effet sans cause. Et même à l'intérieur d'Israël, il y a des contradictions que M. Netanyahou essaye de camoufler au nom de la survie d'Israël. Donc c'est une gigantesque des contradictions aujourd'hui. Et finalement, on est dans une paix armée. D'accord. Alors, Martial, pendant ces 1 an, on ne peut pas dire qu'Israël est allé de main morte. Israël a fait tomber des têtes, aussi bien au niveau du Hamas, aussi bien au niveau du Hezbollah, que des gardiens de la révolution iranienne. Alors, la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous croyez que cela stoppera ces différentes organisations? Certainement pas. Cela va ralentir la progression de leurs activités pour un moment donné. C'est pourquoi il est essentiel et qu'on entend dans les discours une paix durable au Moyen-Orient, parce que ces opérations, sur le plan stratégique, sur le plan opérationnel, aujourd'hui, Israël peut obtenir des victoires, à savoir la manière de décapiter le Hezbollah, le Hamas et l'ensemble qui continue d'évoluer. Et donc, opérationnellement, Israël a une victoire tactique aujourd'hui. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est une victoire qui va durer dans le temps. Et donc, cela nous renvoie à la question de la paix durable au Moyen-Orient. Et cette notion de paix, quand nous parlons du Moyen-Orient, il faut la voir de 2 manières. Il y a ceux de l'extérieur qui voient cette paix, nous quoi. Voilà, nous, les autres pays, et maintenant les acteurs impliqués directement dans ce conflit. Pour ceux de l'extérieur, la paix au Moyen-Orient, en tout cas pour la majorité, consisterait à maintenir une certaine situation de cessez-le-feu, un statu quo qui a régné jusqu'à l'éclatement qu'on a pu observer le 7 octobre. Mais cela n'est pas la bonne perception de la paix que l'on devrait avoir, parce que ça va continuer comme ça. Il suffit de laisser un espace de 10 ans pour que prochainement la situation puisse se reproduire, et ce serait un cercle infernal qui va continuer. Maintenant, de la part des acteurs eux-mêmes impliqués, à savoir les Palestiniens et les Israéliens, chacun pense que la paix... Un peu les Libanais aussi, hein, évidemment. Un peu les Libanais. La question, faut pas les oublier, la parce question de la paix pour eux, c'est la côté-là. destruction de l'autre. Une fois qu'on arrive à détruire l'autre, on arrive à obtenir son territoire, on arrive à l'occuper, bien là, nous avons la victoire, nous avons la paix, parce que Israël estime que lutter contre pas les Palestiniens, ces groupes-là est une question y compris l'Iran à la tête, est une question existentielle. Donc, Israël ne va pas du tout se laisser faire, et c'est à partir de ce moment que se pose la question de l'acceptation que ces différents peuples se font d'eux-mêmes. Et donc, dès que cette question essentielle de dépasser l'étape qui consisterait à voir la paix à travers l'anéantissement complet de l'autre, on ne saurait parvenir réellement à une paix comme on est en train de le vouloir dans cette région. Morgane, c'est vous le consultant géopolitique sur ce plateau, je l'ai dit. Lorsqu'on scrute un peu tout ce qui se passe du côté du Moyen-Orient, certains analystes, observateurs de la scène internationale
trouvent que, et ils le disent même d'ailleurs, hein, que l'État hébreu semble livrer une guerre par procuration à ces groupes islamiques, ce qui arrange un tant soit peu les Occidentaux. Oui, est-ce une guerre par procuration? Non, je pense que c'est une guerre d'abord qui est voulue par Israël et que Israël se sert de son influence. Oui, c'est Israël qui se sert de son influence au niveau de la scène internationale, de sa capacité réellement à influencer sur le plan stratégique, technique et militaire dans tous ces pays-là, même historiques. Parce que quand vous écoutez le Premier ministre Netanyahou, ce sont les éléments qu'il utilise. La technologie, l'histoire et la politique. Donc Israël arrive à influencer les acteurs de la scène internationale pour se servir. Il faut rappeler ici que tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est parce qu'Israël le veut. Si aujourd'hui Israël décide qu'il n'y aura plus de catastrophes humaines au Moyen-Orient, ça va s'arrêter. Et on a vu les tentatives des États-Unis, parce que si c'était une guerre par procuration, lorsqu'on vous retire la procuration, vous ne faites plus la guerre. Oui, mais la question est de savoir, est-ce que les Occidentaux ont le pouvoir de retirer cette procuration? Il n'y a même pas de procuration venant des Occidentaux aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez la dynamique internationale, Israël a toutes les ficelles entre ses mains. Israël, les élections aux États-Unis dépendent en quelque sorte de la situation au niveau. L'Europe, vous avez dit tout à l'heure, et ce n'est pas vous qui le dites, c'est un fait qu'on a constaté. Le président Macron, il n'a rien dit techniquement. Durant tout le sommet. Hein. Oui, et les déclarations qui ont été faites sont des déclarations qui s'inscrivent dans le caractère intrinsèque même de la France, qui est le droit humain. Qu'est-ce que la France a dit? Qu'est-ce que le président a dit? Il a dit, mais ceux qui fournissent les armes ont leur part de responsabilité et devraient arrêter de fournir les armes à Israël pour qu'on puisse assister à une pareille catastrophe. Et tout de suite, le même président qui a fait cette déclaration, présente des excuses techniquement. Donc on se rend compte aujourd'hui que la plupart de ces pays qui sont considérés comme des puissances sur la scène internationale et qui ont le pouvoir ou la capacité d'influencer ce qui se passe au Moyen-Orient, surtout sur l'acteur Israël, ne tiennent pas à Israël. Ils sont plutôt entre les mains d'Israël. Et c'est ça qui est inquiétant sur la scène internationale. Parce qu'aujourd'hui, on se demande si ces acteurs, là, que ce soit les États-Unis, les pays membres de l'Europe, de l'OTAN, ne sont pas capables de rappeler à l'ordre Israël qui pourrait le faire. Et à cette question, on ne voit personne. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, qui sont beaucoup plus dans une stratégie totalement différente, qui s'occupent de leurs intérêts et qui n'ont pas forcément d'intérêt direct à se mêler de ce qui se passe sur le plan conflictuel au Moyen-Orient, même si on a vu la Chine s'impliquer pour rapprocher certains frères qui ne s'entendaient plus. On voit très mal la Chine s'impliquer aujourd'hui dans ce qui se passe entre Israël et les pays aux alentours. Alors, pour mémoire, Joël, on se rappelle que c'est en pleine Assemblée générale des Nations Unies que des frappes israéliennes ont tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Moi, ma question, c'est de savoir, c'était juste une coïncidence ou alors une stratégie? Non, c'est absolument une stratégie de défiance de Netanyahou vis-à-vis de la communauté internationale. Israël, en tout cas à travers le Likoud, la droite et l'extrême droite, n'entend pas se faire dicter sa conduite. Et on s'étonne d'ailleurs que des pays comme les États-Unis et la vie politique aux États-Unis parfois soit à l'écoute des infléchissements de la politique israélienne. Et on a vu Netanyahou se déplacer plusieurs fois, arriver même sur le territoire américain pour dire son mot. Et aux Nations Unies, je crois qu'il n'a pas manqué de démontrer à quel point cette organisation ne comptait plus pour lui dès lors qu'elle s'est avisée à aller dans le sens de résolution pour davantage de justice et d'équité. Bon, donc, aujourd'hui, plus que jamais, et c'est des considérations de politique.
intérieures qui sont au premier chef de la stratégie d'Israël. Et il est étonnant que cela ait cette emprise-là. Et comment, en étant arrivé là, on peut se demander pourquoi ce degré de complaisance qui a fini par créer ce monstre-là à la tête d'Israël, et parfois aux grandes dames de certains citoyens israéliens. On voit par exemple la question des otages qui ont été pris depuis le 7 octobre, qui n'est pas curieusement une priorité. Qui n'est plus une priorité, hein. Même les Israéliens n'en parlent plus. Hein. Oui, parce que chaque fois qu'on leur sort le narratif de la survie d'Israël et autres, là, oui, le patriotisme prend des proportions incroyables. Et si je laisse Morgan, oui, continuer. Juste pour manger ce que vous dites, Israël a déclaré le secrétaire général des Nations Unies persona non grata, parce qu'il n'a pas condamné. Et ça n'a pas chauffé. Oui, et mais ensuite, il a condamné, mais il est toujours persona non grata et personne ne dit rien. C'est impressionnant. Alors, Martial, nous avons vu les dirigeants du monde multiplier les déclarations, mais d'un autre côté... Vous permettez, Tatiana, il n'en est pas moins vrai que les uns les autres s'entendent curieusement comme larron en foire pour savoir jusqu'où ne pas trop aller. Et il ne serait pas étonnant qu'Israël s'abstienne d'aller frapper l'Iran au niveau de ce qu'on présente comme la plus grande menace pour Israël, notamment l'arsenal nucléaire. Parce que les maîtres qui sont aux États-Unis ne savent pas ce que ça va donner. Et donc parfois, c'est en partie une guerre par procuration, c'est une sous-traitance, mais c'est finalement de l'auto-manipulation et un subtil partage des rôles, parfois avec la connivence de gens qu'on croit ennemis. C'est ce qui est extraordinaire sur la scène israélo-palestinienne, au détriment des peuples qui sont effectivement concernés par la question de la paix au quotidien. C'est quand même 40 000 personnes qui ont été dégagées comme ça. Je le disais tout à l'heure, Martial, nous avons vu des dirigeants de ce monde multiplier des déclarations, inviter les partis en conflit au cessez-le-feu, machin. Moi, l'analyste que vous êtes, lorsque cette campagne a démarré, est-ce que vous, dans vos analyses, vous avez imaginé un temps soit peu que l'État hébreu allait décimer le Hamas avec les figures qui sont décédées, telles que Agnès du côté de Hezbollah, Nasra, où on ne sait même plus quelle est la composante exacte aujourd'hui de le Hezbollah. Par rapport à cette question, je dirais que Israël a fait des preuves dans son histoire à travers les services du Mossad. On a vu que Israël a pu développer cette aptitude à éliminer des leaders d'organisations ennemies ou des personnes qui se sont déclarées ennemies de l'État d'Israël. Et donc, depuis le début de ce conflit, le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a dit clairement, sans équivoque, qu'ils vont attaquer, qu'ils vont éliminer chacun des personnes qui sont responsables des attaques du 7 octobre. Et quand il parle de chacun, c'est juste que même en Iran, toutes les personnes qui sont de loin... Israël éliminer l'ayatollah, c'est une possibilité parce que ça s'est déjà produit, le fait que l'on ait pu éliminer le chef du Hamas sur le territoire on est à iranien. La barbe des Iraniens. Voilà, on est à la barbe des Iraniens. Cela veut dire que la capacité de l'Iran à pouvoir, de Israël à pouvoir infiltrer le système iranien et à pouvoir atteindre avec... parce qu'on a des informations précises venant de ces États-là qui sont ennemis d'Israël. Et puis les attaques au niveau du Hezbollah également, on a vu que ce sont des attaques très très précises. Donc cela suppose que le renseignement a été très bien fait. On a frappé des cibles. J'entends déjà dire que le successeur de Hassan Nasrallah serait mort. Voilà, serait également mort. Donc vous sentez que... tué. Il n'est pas tué. mort dans son lit. Voilà, serait tué. Donc, vous verrez que la détermination d'Israël à aller jusqu'au bout et à finir avec tous ceux qu'il considère comme les responsables
du 7 octobre pourrait être une réalité. Parce que vous avez vu les Jeux olympiques de Munich 1972, après que cela se soit déroulé, Israël a fait un travail impressionnant en identifiant tous ceux qui se seraient rendus responsables de cela. Et quand vous consultez l'histoire, vous voyez que toutes ces personnes ont été éliminées dans les 2 années qui ont suivi. Et donc, Israël a fait les preuves et puis on peut continuer à croire que Israël va continuer dans cette lancée de décapiter. Mais ce n'est pas essentiellement ça qui va régler le problème, parce que Israël même s'est rendu compte, si c'est que la technique avait été efficace, on n'aurait pas assisté à ce qu'on en assiste aujourd'hui le 7 octobre, parce que d'autres leaders ont émergé et puis le mouvement a continué. Voilà. Alors, avec votre permission, oui. Parce que... Allez-y. Alors, je veux revenir là-dessus. Oui. Voilà. Certains estiment que avant les attaques qui ont conduit à la mort de Nasrallah, les beepers devraient déjà être un signe annonciateur pour le Hezbollah que les gars, tenez-vous tranquilles, il y aura du lourd. Si vous me le permettez. D'accord, je vous le permets. Les beepers sont un signe pour toute la communauté internationale. Ah, y compris vous également? Oui. Ah, d'accord. Et on a entendu des citoyens d'autres pays dire mais on n'est plus en sécurité. Le portable beeper. Et c'est réel. C'est réel et ça justifie ce que je disais. Israël a une capacité technique en matière de technologie. On sait tout ce que Pegasus a fait, président Macron. Et je pense bien qu'il s'est rappelé de cette histoire de Pegasus qui a permis d'avoir des informations sur lui. Donc, ce mécanisme d'espionnage, et c'est d'origine israélienne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Israël a envoyé un message très clair à toute la communauté internationale. Israël est un pays déterminé et qui a les moyens de sa politique. Mais ce qu'Israël semble oublier, c'est que nous sommes des êtres humains au même titre et que nous sommes des États aussi au même titre. Il y a des États qui ont plus de capacités que d'autres, c'est certes, mais il y a quand même un ensemble de facteurs qui conditionnent ou qui favorisent ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que tout peut changer à n'importe quel moment, même si aujourd'hui c'est clair et net, c'est évident pour tout le monde qu'Israël est en position de force et peut se faire sa loi comme Israël l'entend. Oui, Joël, vous allez vouloir enchérir. Oui, je voudrais m'interroger à haute voix et au plus pratiquement me décaler de ce narratif-là d'Israël hyper puissant, intouchable, invulnérable. Le 7 octobre dernier, le fameux... Non, I don't. Quoique j'ai des choses précises contre Israël, mais j'en ai également contre les Arabes, par rapport à leur inconséquence. Mais le 7 octobre, il est évident que le fameux bouclier anti-missile, le dôme, a cédé. Peut-être qu'il a bugué ce jour-là. Oui. On n'a pas eu besoin d'utiliser le dôme. Le dôme, c'est seulement pour le ciel. Bon, donc, quelque part, il y a des failles par rapport aussi à la détermination. On a vu un pays à genoux quand même. Oui, par rapport à la détermination des autres en face. Il n'y a pas qu'Israël et ses leaders qui soient déterminés. Et en face, on produit aussi de la motivation, sinon de la surdétermination. Un enfant qui a vu ses parents arrêter, tout être massacré et décimé, grandit avec quelle psychologie? Et finalement, on prépare. Israël ne fait qu'engendrer davantage de gens révoltés et qui prennent le relais de ceux qu'on pense avoir éliminés pour toujours. Donc c'est une guerre qui nourrit et son adversité. De l'autre côté, j'ai parlé de la duperie des acteurs eux-mêmes. Parfois, et on devrait s'interroger, il est possible que certains États permettent qu'on se débarrasse de gens devenus trop encombrants, et que ce soit le Hezbollah, jusqu'à quel point l'Iran les contrôlait-il encore, et nié au niveau du Hamas, peut-être qu'il compromettait la volonté de l'Iran d'avoir un peu la paix pour sauvegarder son nucléaire, renouer avec les États-Unis. Chacun a son agenda. La Turquie, pas moins.
Et aujourd'hui, le Qatar qui se met dans la danse, qui bande les muscles, qui n'a jamais été démocrate, mais dont on aime les sous, suivez mon regard, dans telle capitale ou autre, et voilà, fait son show. Chacun va se dire pro-palestinien, mais sachant également qu'est-ce qu'il poursuit derrière. Et finalement, sans que les Palestiniens ne soient les dindons de la farce, la paix n'adviendrait que si effectivement des gens qui sont battus sur le terrain, à l'image de Shimon Peres et autres là, et de Yasser Arafat, si des gens comme ça ne se rencontrent pas, il n'y aura pas de paix digne de ce nom. Les autres ne sont que des instruments, ne sont que des gens qui, au gré de leurs intérêts, interviennent sur la scène et deviennent des perturbateurs. Le Hamas, on l'oublie, c'était une création de l'État d'Israël pour contrer l'OLP. Et quand on en a eu assez, mais voilà, malheureusement, on ne maîtrise plus le monstre. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'est avec cette intervention de Joël Ataï-Guédegbe que nous mettons un terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, où nous avons parlé du 19e sommet de la francophonie. À la sortie de cette première thématique, la question c'était de savoir est-ce que la francophonie survivra dans le temps? Vous avez suivi Joël et la deuxième thématique, un an après l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Peut-on encore parler de paix dans cette partie du globe? Morgan, qui est le consultant géopolitique sur ce plateau, a estimé que les habitants de cette partie du monde ne connaissent véritablement pas ce mot. Nous espérons que les mois, les jours et peut-être les semaines à venir, ces habitants connaîtront véritablement ce mot parce que nous, on le connaît et je ne vous dis pas la paix, rien ne vaut la paix. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le lundi prochain pour un autre décryptage de l'actualité internationale. Merci.